Je me réveille, je me prépare et on toque à la porte et c'est deux policiers qui viennent et qui me demandent si j'ai vu Tonneau ou ma mère. Je leur dis que non, je demande pourquoi. Les enquêteurs ne me disent rien, me demandent juste si j'ai vu l'un ou l'autre et c'est tout. Donc quand je rentre, j'essaie d'appeler maman. Il ne répond pas, qui est sur messagerie. J'envoie un message à maman en lui disant « Est-ce que tu peux me rappeler, c'est urgent ?» Pas de réponse. Et là, je me dis « Mais je vais aller voir à son boulot. » Et quand je me retrouve dans l'ascenseur avec, je crois, une collègue assez proche de maman, du coup, elle me dit « Il y a un problème, ta maman, elle n'est pas au travail. » Dans ma tête, je me dis « Mais il y a eu un accident sur la route. » Ou je ne sais pas tout de suite ce qui se passe. Et elle me dit « Il y a sa voiture dans le parking, mais elle n'est pas là. » Et là, je me dis « Mais c'est Tonneau. » J'imagine qu'il l'a enlevée. Qu'on ne sait pas où elle est, mais pour moi, je ne peux pas imaginer qu'elle est morte à ce moment-là. 2 heures plus tard, Florine apprend le décès de sa mère. Les policiers ont découvert son corps mutilé à coups de cutter dans l'appartement de Jérôme Tonneau, à Marcq-en-Barœul, près de Lille. Nous sommes le 27 mai 2019. Depuis des mois, Nathalie Debailly, 47 ans, se sentait menacée par son ex-compagnon et avait alerté la police. En vain. Chronique d'un féminicide annoncé sur fond de dysfonctionnement policier. Et toi, t'as des photos de soirée aussi? Oui. Elle était belle. Non, magnifique. Non, moi, celle que je préfère, si elle est là. Oui. On la voit bien là. Vous étiez à Bruxelles, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, regarde là. Cindy, Marianne et Geoffrey sont des voisins devenus de proches amis de Nathalie. Ouais, moi, celle-là, elle est excellente. Moi, je l'ai toujours vue souriante, sauf vraiment à la fin, mais sinon, elle était tout le temps souriante, quoi. C'est quelqu'un qui était apprécié dans le quartier. Enfin, je veux Très dire. apprécié, Ah oui. très apprécié. Ma sœur était quelqu'un qui avait un caractère assez fort. Elle était cadre à la Société Générale et elle faisait l'unanimité dans ses équipes. Mais elle savait ce qu'elle voulait et elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle a été mariée longtemps, plus de 20 ans, avec le père de ses enfants. Et elle avait divorcé en 2010. Après la séparation avec papa, elle s'est rendue compte que ce qui était le plus important, c'était qu'elle ait son indépendance et qu'elle voulait vivre sa vie comme qu'elle en avait envie. Elle avait ses amis, sa famille. Elle n'avait pas besoin de nouvelles personnes dans sa vie. On est sûrement à table avec Romain, mon frère. On parlait d'un peu de tout et rien, puis elle nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Jérôme Tonneau, 53 ans, divorcé, père de 2 enfants, rencontré sur Internet en 2016. Donc sur le coup, moi, avec mon frère, on était contents. On s'est dit, c'est pas quelqu'un qui fait la tête, c'est pas quelqu'un de mauvais, il a l'air assez en forme, festif, bon délire, quoi. Quand on discutait avec Jérôme, on sentait que, en tout cas, c'est l'image qu'il renvoyait, que c'était quelqu'un qui était à l'aise financièrement, qui n'avait pas de difficultés, etc. Le gros véhicule, en gros, tous les signes extérieurs de richesse, quoi. Ex-directeur d'hypermarché, Jérôme Tonneau gère des laveries dans la région lilloise et s'impose peu à peu dans la vie de Nathalie et dans sa maison où il initie d'importants aménagements. En fait, ici, on est dans le salon, donc la cuisine, et l'agrandissement, il commence à partir d'ici. Donc toute cette partie-là, avec le dôme et puis le cabanon. Et c'est pas son projet, mais lui, il est très convaincant. Enfin, il lui dit qu'il faut pas qu'elle se soucie du financier. En gros, qu'ils s'aiment, tout va bien. Il a fait venir les entreprises et en gros, il a pris les choses en main. Et puis, elle se laissait porter. Oui, En lui disant toujours que de toute façon, ces travaux, c'était pas son projet, c'était pas dans ses moyens. Encore une fois. Dans sa maison agrandie, Nathalie improvise une fête avec ses voisins. Et Jérôme Tonneau. Une fête après laquelle Nathalie Debailly va découvrir une autre facette troublante de son nouveau compagnon. La police débarque chez elle pour une histoire de faux carjacking qu'il avait essayé de simuler pour toucher l'argent de l'assurance.
Ma sœur ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'était pas du tout au courant de cette histoire de faux carjacking. On est des gens qui traversons jamais en dehors du passage clouté. Ma sœur était quelqu'un de très carré, très droit, et elle n'avait jamais rien fait d'illégal. Donc c'était quelque chose qui lui échappait, qui lui faisait peur. Elle ne le supportait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un bas dans la relation. Parce elle veut le quitter, elle n'y arrive pas, il le sent, et il fait tout pour que ça ne se passe pas, du coup. C'est comme si il avait compris le message inverse. Elle lui avait dit c'est terminé, et quand elle rentre de vacances, il a encore plus dépersonnalisé la maison de ma sœur en y mettant des affaires à lui. Il n'arrête pas de dire mais je fais ça par amour, ma chérie, quand on aime, c'est normal. Il lui impose sa présence. Et elle va attaquer un travail pour essayer de sortir de cette relation toxique. Jusqu'à ce jour de février 2019, où elle lui dit maintenant tu me rends les clés de ma maison. 2 ans après leur rencontre, Nathalie décide de couper les ponts définitivement avec Jérôme Tonneau. Mais il dit directement, mais de toute façon, je viendrai te voir et je passerai par le jardin. Et là, il se met à harceler tout l'entourage de ma sœur, moi y compris, à nous appeler, de dire que c'est une victime et que ma sœur n'a pas le droit de faire ça, de l'abandonner. Inquiète, Nathalie Debailly dépose une première main courante pour harcèlement au commissariat de sa ville, à Marcq-en-Barœul, le 11 février 2019. Moins d'1 mois plus tard, 2e main courante dans le même commissariat. Mon ex-compagnon a pénétré au sein du parking de ma société. Il m'a suivi jusqu'aux ascenseurs, il voulait y entrer. Je l'ai poussé de la main. Et les menaces se poursuivent. Le 8 mars 2019, dans la soirée, Nathalie est contactée par un ami de Jérôme Tonneau, où il est notamment question de 30 000 € que son ex-compagnon lui réclame pour les travaux effectués. Nathalie enregistre la conversation avec cet ami. Là, il me fait flipper pour toi, je te le dis. Mais vraiment, je sais plus quoi penser, tellement il y a la masse. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a la masse? Là, il dit, si je promets 30 000, je la bute. Après, il dit qu'il a appelé des mecs, des machins, des ceci, des solos. Moi, il me fait flipper. Je te jure, c'est vrai, Nat. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Nathalie, j'ai peur pour toi. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Eh C'est ce que je veux dire. Eh ben, viens avec moi chez les flics, on y va demain. Moi, s'il vous fait des menaces sur ma personne, il faut aller prévenir la police. Maintenant que je suis au courant du truc, je vais pas attendre que ça se passe, quoi. Je vais aller me protéger. Le lendemain, Nathalie dépose plainte au commissariat de Lille pour menaces de mort réitérées. Elle y évoque les confidences qu'elle a reçues. Mais il dit à ses amis qu'il me mettrait bien dans un coffre de voiture pour me mettre un coup de pression. Qu'il allait rôder autour de chez moi avec des intentions pas louables. Il dit vouloir se procurer une arme. Ça se termine comme ça, cela m'inquiète. J'aimerais qu'il y ait des patrouilles de police, de Marcq, voire de Lille, qui fassent des rondes autour de chez moi. Nathalie s'est fait accompagner par son amie Cindy, qui assiste à l'entretien avec le policier. Il nous dit, rassurez-vous, c'est un escroc. Un escroc, ça passe pas à l'acte. Bon, faites attention, mais bon, vous risquez pas grand-chose, quoi. Voilà. Conclusion de la police. Importance du préjudice subi par la victime en raison de la gravité et des circonstances de l'infraction, néant. Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre. Jérôme Tonneau n'est pas convoqué pour s'expliquer. Le harcèlement continue. Nathalie reçoit une photo d'une pierre tombale et s'aperçoit que son ex-compagnon se poste régulièrement sur une terrasse de café au pied de la banque où elle travaille. Plusieurs jours de suite, elle le prend en photo. Il est là. Le 22 mai 2019, Nathalie Debailly est convoquée au commissariat de Lille, non pas pour son dossier, mais pour une plainte déposée contre elle par Jérôme Tonneau pour un vol de téléphone. Et là, ça la met en rage. Parce qu'elle se dit, punaise, moi, on me menace, j'ai des éléments sérieux, concrets, et lui, il dépose une plainte pour vol, et bim, je suis convoquée, quoi. Nathalie est mise hors de cause pour le vol,
mais en profite pour déposer une nouvelle main courante, la 3e en 3 mois, 5 jours avant sa mort. Le 27 juillet 2019, Nathalie se rend à son travail dans le centre de Lille. À 8h36, elle s'engage dans le parking souterrain, où 3 hommes, dont Jérôme Tonneau, guettent son arrivée dans une fourgonnette. Elle sera sortie manu militari de son véhicule, très vite ligotée, bâillonnée, placée de force, bien évidemment, dans la fourgonnette. Un employé de la banque va arriver dans ce parking, va très vite prendre conscience qu'une agression se met en place, va tenter de réagir et Jérôme est muni d'une arme qui envoie des projectiles en caoutchouc, fera usage de cette arme. Et suite à cet événement, très vite, ils remontent tous dans les véhicules et repartent. L'employé, blessé à la joue et aux jambes, avertit la police. Pendant ce temps, les kidnappeurs prennent la direction du domicile de Jérôme Tonneau, à 15 minutes de là. Donc Nathalie va être taillée, enveloppée dans un drap, sortie sur le trottoir, donc devant chez Tonneau, et montée par un petit escalier en colimaçon, emmenée dans la baignoire. Jérôme va prendre la carte bleue de Nathalie, descendre de son appartement, se rendre à un guichet automatique à proximité, tirer de l'argent du compte de Nathalie, payer ses comparses. C'est de l'ordre de 300 € chacun. Ceux-ci quitteront très vite l'appartement et là, il se retrouvera seul avec Nathalie. Et c'est à partir de là qu'il décidera de l'exécuter dans sa baignoire. À 12h30, près de 4 heures après avoir été averti de son enlèvement, la police découvre le corps de Nathalie Debailly. Jérôme Tonneau a lui disparu. Donc il va, après être passé à l'acte, absorber énormément de médicaments, va plonger quasi pendant 48 heures dans un sommeil profond. Donc il s'enfermera dans une camionnette et dans un box, pensant qu'on le retrouverait mort dans ce box, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il se réveille et à peu près 48 heures après, il se rend à son appartement dans un état un peu hébété. Et c'est à ce moment-là que les services de police qui sont à proximité vont l'interpeller immédiatement. Placé en garde à vue, Jérôme Tonneau reconnaît les faits. Ses 3 complices présumés, membres de la communauté rom, sont également interpellés dans ce camp. Pour tenter de comprendre le comportement de Jérôme Tonneau, il faut remonter le fil de sa vie. Issu d'un milieu aisé, son père était cadre bancaire, son adolescence a été marquée par un drame, comme le raconte sa mère. C'est le décès de son père et de sa sœur dans le véhicule où il était. Le véhicule a était sur le passage à niveau au moment d'un passage d'un train. Donc il avait... Il avait 13 ans. Ça l'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, il arrivait difficilement à rester seul. Il m'est arrivé de devoir revenir de mon travail parce qu'il avait des crises d'angoisse. Cet accident a créé ce qu'on appelle une faille abandonnique qui a été relevée par les experts lorsqu'il a été examiné dans le cadre de ce dossier d'instruction. Il a tellement peur de perdre l'ami qu'il aime, la femme qu'il aime, qu'il en devient extrême dans sa façon d'aimer, c'est-à-dire possessif, où il veut tout gérer, tout maîtriser. Le meilleur moyen de ne pas perdre l'autre dans ce fonctionnement psychique est de le rendre dépendant. Parmi les femmes qu'il a fréquentées, celle que nous appellerons Marie garde un souvenir à vif de sa rencontre avec Jérôme Tonneau. En novembre 2015, ils partent à l'île Maurice. Selon Marie, le séjour vire rapidement au cauchemar. Elle soupçonne son compagnon de vol dans la chambre d'hôtel. Et donc en ouvrant ce coffre, je me suis aperçue qu'il me manquait de l'argent.
il avait mis une partie dans son caleçon. Et les 300 €, je les ai pris comme ça de son caleçon. Parce que ça dépassait. Je l'ai menacé d'aller voir la réception, d'appeler la police. Et là, il s'est énervé et il m'étrangle. Il me serre l'œsophage. Je vous assure, j'ai jamais vu le diable, mais là je l'ai vu. Et dans la bataille, j'ai su attraper un de ses bras et le mordre pour qu'il me lâche. Marie dépose plainte à la gendarmerie pour vol et violence. Lors d'une confrontation, elle assure que Jérôme Tonneau aurait reconnu une partie des faits, mais à la sortie... Il a ralenti le pas pour être à ma hauteur et ce monsieur m'a dit, mot pour mot, qu'un jour, il aurait ma peau. Et nous nous sommes quittés comme ça. Un an plus tard, Marie est informée que la plainte est classée sans suite par le parquet de Lille, qui estime que les faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Dans l'affaire Nathalie Debailly, alors que la quadragénaire déposait en vain plainte et main courante, l'enquête a démontré que Jérôme Tonneau planifiait son enlèvement depuis 3 mois. Un assassinat assumé. Il y aura quelques tentatives d'enlèvement de Nathalie dans les semaines, les jours et semaines qui précèdent son meurtre, qui vont échouer, soit parce qu'il a fait marche arrière, soit parce qu'il n'y est pas arrivé. Mais il a du mal encore aujourd'hui à comprendre son geste qu'il qualifie lui-même d'abominable et d'impardonnable. Les proches de Nathalie Debailly estiment aujourd'hui que la police a failli. Tout d'abord le jour du meurtre. Selon l'avocate de la famille, les policiers n'auraient pas agi assez rapidement après avoir été alertés de l'enlèvement. Les policiers s'appellent pour savoir qui fait quoi. Finalement, ils vont, une demi-heure plus tard, sur le lieu d'enlèvement. Évidemment, c'est un enlèvement, il n'y a plus personne. Et puis, de fil en aiguille, ils vont aller à 10h30, c'est-à-dire quasiment 2 heures après l'enlèvement, devant l'appartement de Tonneau. Nous avons effectué une reconstitution et nous savons qu'à 10h30, Nathalie était vraisemblablement décédée. Mais par contre, si les policiers s'étaient immédiatement rendus au domicile de M. Tonneau, eh bien, elle aurait, on peut l'imaginer, été sauvée. Une enquête administrative de l'IGPN, la police des polices, a conclu que les policiers lillois avaient agi avec professionnalisme et rapidité, mais a tout de même jugé qu'un service plus aguerri aurait dû être saisi dès le début de l'enlèvement. Autre question. Pourquoi la plainte déposée par Nathalie Debailly au commissariat de Lille n'a-t-elle eu aucun effet? Elle aurait dû être transmise au procureur, ce qui n'a pas été le cas, comme nous l'a confirmé le parquet. Conséquence, aucune suite n'a été engagée. Jérôme Tonneau n'a jamais été convoqué. Donc évidemment, s'il l'avait convoqué, il aurait probablement arrêté. Mais là, finalement, plus il menace, plus il fait monter la pression, moins il se passe de choses. Donc en fait, il a un sentiment d'impunité qui s'installe et qui le conduit à penser qu'il peut tout. Sur ce point, une autre enquête de l'IGPN a conclu à des manquements déontologiques et professionnels au sein du commissariat de Lille. Comme l'a confirmé Gérald Darmanin à l'occasion d'un déplacement dans le Nord le 3 février 2022. Il y a eu des sanctions pour le policier qui a pris la plainte, et des sanctions aussi pour le chef du policier, pour la commandante de l'époque. Donc il y a eu des conséquences, et puis en même temps une réorganisation totale de la brigade lorsqu'il concerne les violences familiales et conjugales à Lille. Le ministère de l'Intérieur nous a indiqué que les 2 policiers avaient reçu un blâme ou un avertissement, soit les sanctions les plus faibles. La famille de Nathalie Debailly entend, elle, engager la responsabilité de l'État. Procédure qui pourrait déboucher sur une indemnisation pour faute lourde. Tous les systèmes
ont été défaillants à tous les niveaux de l'enquête, de façon évidente et flagrante. Et là, on ne peut pas laisser un État qui vient nous dire « on fait tout pour les femmes victimes de violences conjugales » et en même temps ne rien faire. Lorsqu'une femme vient décrire ce qu'elle subit, dans un commissariat, qui est un grand commissariat français, il a laissé repartir. Je sais qu'elle avait confiance en la police. Moi, j'ai un peu plus de mal, étant donné ce qui s'est passé. Mais j'ai pas de haine contre la police. On ne veut pas pointer du doigt des coupables, des responsables. Ça fera pas revenir ma sœur. On veut que ça serve de leçon. L'instruction sur le meurtre de Nathalie Debailly est achevée. Le procès de Jérôme Tonneau et de ses 3 complices, tous présumés innocents, devrait se tenir d'ici 1 an. La vie d'Anne et de Slimane s'est arrêtée avec celle de leur fille de 22 ans. Mégane a perdu la vie à l'arrière d'une moto le 15 juillet 2015 dans un accident effroyable. Mégane, c'était la joie de vivre. Elle allait vers tout le monde, elle était sociable, elle rigolait avec tout le monde, elle n'aimait pas le conflit, tout le monde l'appréciait. Elle était multigénérationnelle, quoi. Les grands-parents l'aimaient, les enfants l'aimaient, tout le monde l'aimait. On ne pourra jamais faire notre deuil. C'est impossible. Mégane, qui vivait près de Lens, venait de terminer un BTS technico-commercial. C'est son petit ami, Kevin, qui conduisait. Lui en ressort avec une simple fracture. Ils étaient ensemble depuis 2 ans, mais pour les parents de Mégane, l'amoureux de leur fille est responsable de sa mort. Moi, je voudrais dire, vous savez qu'on m'a prévenu qu'elle était morte. Non, c'est catastrophique. Mais je me disais dans ma tête, c'est la fatalité, ça peut arriver, un accident. Mais après, quand on vous apprend ça, quand on vous dit les circonstances, le carnage. Il doit reconnaître sa faute, il a tué. Kevin comparaîtra cette semaine pour homicide involontaire. Il aurait été imprudent, voire inconscient sur la route au moment de l'accident. Lui, jure n'être pas responsable de la mort de Mégane. Au moment du drame, Mégane et Kevin font partie d'un groupe de motards du Nord-Pas-de-Calais. Kevin a converti Mégane à sa passion. Il participe à des balades dans la région et Mégane fait des vidéos de leurs escapades. Toi, tu filmes tout le monde. Bah oui, mais quand tu veux que je filme tout le monde? Bah, vas-y. Les plus téméraires font de grandes accélérations sur la roue arrière, ce qu'on appelle des wheelings. Comme Kevin ici, ou encore là, au premier plan. Dans le groupe, Mégane et Kevin se font des amis, comme Shana. Elle aussi est férue de grosses cylindrées et monte derrière un garçon. Shana reconnaît qu'elles aimaient les sensations fortes. Moi, comme Mégane, on a adoré la vitesse. Ça c'est certain. Elle, comme moi, on voulait absolument passer notre permis pour pouvoir nous piloter et être nous aux commandes de la moto, quoi. Ce 14 juillet 2015, une trentaine de motards se donnent rendez-vous en fin d'après-midi dans la banlieue de Lens. Il y a là Mégane, comme d'habitude derrière Kevin, ainsi que Shana, derrière son ami Sébastien. Le groupe part direction Dunkerque pour voir un feu d'artifice. Un trajet au cours duquel Shana remarque que les 2 garçons, qui aiment se défier, sont particulièrement imprudents. Je me souviens que Sébastien et Kevin,
À un moment donné, ils ont accéléré et c'était limite entre eux deux qui allait arriver en premier au bout en arrivant à la ville, quoi. Et c'est vrai qu'on penchait énormément et c'était inconscient. Même moi, je lui ai dit, je lui ai tapé dans le casque, je lui ai dit, mais t'es fou, j'ai pas envie de mourir, franchement. Le groupe fait escale pour dîner dans un restaurant du bord de mer. C'est la dernière photo de Mégane. Après avoir assisté au feu d'artifice, le groupe décide de rentrer. Mais après quelques kilomètres, la promenade tourne au drame. Sur cette ligne droite, limitée à 90 km/h, Kevin et son copain Sébastien, avec les deux filles à l'arrière, percutent deux autres motos. Le choc est très violent. Tous les motards se retrouvent à terre. Tous sont blessés. Shana est éjectée à plusieurs mètres. Quand je suis tombée, j'étais complètement dans les vapes, j'étais sonnée quand même. Et c'est vrai que j'entendais des cris et j'entendais Mégane elle est morte, Mégane elle est morte. Et là forcément on s'effondre et avec la douleur c'est pareil, on s'effondre aussi. Mégane a été tuée sur le coup. Son corps mutilé. Ses parents apprennent sa mort au petit matin. Et très vite, ils sont convaincus que Kevin, dont ils détestaient les imprudences, roulait beaucoup trop vite. Kevin a été percuté une moto en face et il a découpé Mégane en deux. On coupe pas quelqu'un à 90 à l'heure en freinant, quoi. Moi, Kevin m'a dit, j'ai tout fait pour éviter l'accident. Non, on a tout fait pour le tuer. Slimane et Anne portent plainte. Les tests d'alcoolémie sont négatifs, mais l'expertise judiciaire détermine que Kevin roulait trop vite, entre 120 et 140 km/h. Pour l'avocat des parents de Mégane, l'expertise et les auditions des témoins révèlent un autre élément encore plus accablant selon lui. Au-delà de cette vitesse excessive, qui est la première chose qu'on lui reproche, l'accident et surtout les conséquences désastreuses de cet accident sont aussi dues au fait que la moto était en wheeling avec la roue avant qui ne touchait pas le sol au moment de l'impact. Pour l'avocat, l'inconscience de Kevin serait donc à l'origine de la mort de Mégane. Le jeune homme a accepté de revenir sur les circonstances de l'accident. Depuis le drame, il est soutenu par sa mère, Viviane. De toute façon, les photos, c'est toutes les mêmes. Elle met toujours les mêmes. Et il conteste formellement les conclusions de l'enquête. Je faisais pas de wheeling, il n'y avait pas de vitesse excessive. C'est juste le fait que, déjà de une, on n'avait pas de visibilité, il faisait tout noir. Et ça s'est passé assez vite. Enfin, j'ai freiné, mais même en freinant, enfin, j'ai évité, j'ai essayé de faire le maximum, c'est tout, c'est comme ça. La vitesse n'est pas appliquée dedans. Pour se défendre, Kevin s'est offert les services d'un expert qui démonte toutes les conclusions de l'enquête. Son rapport souligne notamment qu'il n'y a pas de traces d'impact sous sa moto, et donc qu'il ne pouvait être en roue arrière au moment du choc. Des arguments impossibles à entendre pour Anne, la maman de Mégane. Depuis l'accident, elle se rend tous les jours sur la tombe de sa fille. Elle est là, elle n'est pas ailleurs maintenant, malheureusement. Et voilà, il faut venir. Mégane n'aimait pas être seule. J'ai toujours l'impression que là, voilà, elle est toute seule. Et... donc c'est important, bien sûr, de venir. Anne ne reproche pas seulement à Kevin son inconscience sur la route, mais aussi, selon elle, son indécence après le drame. Il n'aurait pas pris la mesure de l'accident. Tout ce qu'il a fait après, c'est une horreur, c'est une torture. On perd un enfant, on est déjà torturé, mais voilà, c'est inimaginable. Mais en plus, tout ce qu'il a fait après, c'est une horreur, c'est une horreur. Anne ne digère pas des photos de Kevin postées sur les réseaux sociaux. Un mois après l'accident, il prend par exemple la pause lors d'une balade, casque à la main, et écrit « Bonne petite après-midi moto, ça fait plaisir ». Et surtout,
Seulement 4 jours après le drame, il adresse un message à Mégane. Pour toi, ma chérie. En souriant et à côté d'une grosse cylindrée. Kevin, lui, plaide le malentendu. Il aurait simplement voulu rendre hommage à Mégane à sa manière. Pour prouver sa bonne foi, il nous emmène dans un coin du salon. Voilà. C'est fleuri. Dès que les fleurs sont mortes, c'est fleuri. Sa mère, qui était très proche de la jeune fille, y a installé un petit mémorial. Tous les soirs, j'allume ces petites lumières. Puis ça me dit de bougie. Ouais, c'est très dur. Kevin jure qu'il souffre lui aussi depuis l'accident. Contrairement à ce que pense Anne, la maman de Mégane. Les gens me connaissent que sous un angle. Ils me connaissent pas. Ils peuvent pas me juger sans me connaître vraiment. Moi, comptait beaucoup pour moi. On avait des projets, on devait partir habiter dans le sud. On avait plein de trucs ensemble, c'est tout. C'est comme ça que tout y est parti en 2 secondes. Kevin est persuadé qu'Anne fait une fixation sur lui et sa famille. La mère de Mégane, elle laisse pas tranquille ma mère du tout. Elle lui envoie beaucoup de messages au moment des fêtes, au moment de son anniversaire, tous les fêtes en fait. Elle lui envoie quelque chose du genre à Noël. Joyeux Noël, Madame Dot, vous ne souffrez pas. Nous, un 2e réveillon sans Mégane qui n'était plus là à cause de votre fils qui lui n'a aucun remords. Je comprends parfaitement sa peine, mais il y a des choses que je comprends pas. La mère de Mégane reconnaît avoir envoyé des messages. Elle se dit parfois à bout. Elle et son mari attendent le procès depuis plus de 2 ans. Jeudi, Kevin comparaîtra aux côtés de son copain Sébastien, poursuivi pour avoir contribué à l'accident en faisant des roues arrière. Une accusation qu'il réfute également. Tous deux risquent jusqu'à 3 ans de prison. J'attends de la justice qu'il soit puni, bien sûr. Qu'il soit puni. Qu'il reconnaisse sa faute. Parce que pour lui, non, il roulait pas vite. C'est un accident banal. Ça peut arriver à tout le monde. Non, je ne suis pas dans ces conditions-là. Mégane est morte 10 fois ce jour-là. Anne reste persuadée que même une condamnation exemplaire ne l'aidera pas à faire le deuil de Mégane. Lorena, c'était une fille très gentille, avec un grand cœur, qui demandait juste à être aimée par les gens et comprendre sa souffrance. L'été dernier, Laetitia a perdu une amie très proche. Elle ne méritait pas ça. Elle méritait la vie. C'est trop dur. Elle méritait la vie, cette fille. Le 8 août dernier, Lorena, 33 ans, mère de 3 enfants, a été retrouvée morte dans son lit. À Lompré-les-Corsins, dans la Somme, tous les regards se tournent vers Serge, son compagnon de 44 ans. La justice le soupçonne de l'avoir battu à mort. Mais ce décès a aussi fait ressurgir une affaire vieille de 4 ans. L'ex-épouse de Serge, Marilyn, avait été retrouvée morte dans des conditions étrangement similaires. Une affaire classée sans suite, mais que la justice a décidé de rouvrir. Serge aurait-il donné la mort à Marilyn, puis à Lorena? Serge et Lorena ont tous deux grandi dans ce village de 1600 habitants. Le couple se forme il y a 3 ans. La jeune femme s'installe chez Serge, dans cette maison en briques rouges. Sous ce toit, ils vivent avec 4 enfants, issus d'unions précédentes. Une voisine installée dans ce quartier tranquille depuis 38 ans constate un mode de vie particulier. Je voyais bien, enfin,
C'est sûr que... Bon, on entendait qu'ils faisaient la fête et tout ça. C'est sûr qu'il y avait du va-et-vient, de jeunes qui rentraient chez eux à n'importe quelle heure. La musique était vraiment très forte, hein. C'était pas... Ah oui, oui, c'était vraiment boum boum. Hein. Sans emploi, Lorena élève seule son dernier enfant depuis que son ex-compagnon est mort de maladie quelques années plus tôt. Père de 3 enfants et veuf lui aussi, Serge enchaîne les arrêts maladie et se rend de moins en moins à l'usine où il travaille comme ouvrier. Bah, pour moi, c'était un homme qui était malheureux. Qui est tombé dans l'alcool avec elle. Et Lorena, je l'ai vue ivre-morte à 8 h du matin, quoi. C'était tout le temps. De toute façon, quand elle passait devant chez moi le soir, ce n'était que pour aller acheter de l'alcool. La vie du couple est dissolue. Et progressivement, selon certains proches, Lorena serait tombée sous l'emprise de son compagnon. Laetitia, une amie intime du couple, les côtoyait plusieurs fois par semaine. Elle n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait. C'était si lui voulait qu'elle soit en mini-jupe, c'était en mini-jupe. Si lui, il fallait qu'elle aille lui chercher des clopes, il fallait qu'elle se dépêche. Elle avait pris le contrôle sur sa vie. Tiffany, une autre proche, était une invitée régulière de leur fête. En avril dernier, pendant une soirée, elle assiste à une énième dispute du couple. Lorena, en colère, serait montée dans sa chambre avant que Serge ne la suive. Il va voir Lorena et là, c'est là que j'ai pas compris, parce que moi j'étais en bas, des cris. Elle qui me disait « laisse-moi tranquille, et qu'il lui foutait des baffes dans la figure, je sais rien, et qu'il a tapé. Il est descendu, il est parti, il a pris ses clés de voiture, il est parti. Et c'est elle qui est descendue et qui m'a dit « c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'appelle les gendarmes ». Elle était comment à ce moment-là? Elle avait un bleu là. Mais je vous jure, un bleu là et ouvert ici. Là. Ouvert? Ben ouvert, c'était un coup ou quoi, mais ouvert là. Serge est placé en cellule de dégrisement. Jugé en comparution immédiate, il est condamné pour violence conjugale et écope de 180 € d'amende. Mais le couple se reforme dès le lendemain. Et la condamnation de Serge ne l'aurait pas arrêté. 3 mois plus tard, Laetitia, la confidente de Lorena, reçoit un appel de détresse. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai eu en pleurs. Donc je vais la voir, elle est en pleurs dans le lit. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit on s'est embrouillé, il m'a mis une claque. De là, elle me dit attends, j'ai autre chose à te faire voir. Elle enlève son maquillage et elle me fait voir ses bleus à ses yeux. J'ai halluciné. Et moi, la seule phrase qui me restera en tête, c'est « il va finir par me tuer ». Quelques semaines après cette confidence, le dimanche 8 août dernier, au lendemain d'une énième soirée arrosée, Serge appelle les secours. Les gendarmes arrivent sur les lieux et trouvent le corps sans vie de Lorena dans son lit. Ils relèvent de multiples traces de coups portés au visage et à l'abdomen. En garde à vue, Serge avoue l'avoir frappée pendant une dispute, puis s'être recouché avec elle. Il n'aurait découvert sa mort qu'en se réveillant. L'homme est mis en examen pour homicide sur conjoint et placé en détention provisoire. Pour l'avocat Guillaume Demarque, qui représente la mère de Lorena, ce drame était prévisible. La maman de Lorena est évidemment effondrée et elle explique que c'était la chronique d'un drame annoncé. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois qu'elle sentait sa fille sous l'emprise de ce monsieur, qu'elle sentait que la violence était présente au quotidien et qu'elle avait indiqué que ça devait forcément mal se finir si ça ne s'arrêtait pas. Depuis qu'il est en détention, Serge clame son innocence. S'il reconnaît une dispute et un échange de coups la veille du drame, il assure que ces coups étaient trop faibles pour avoir tué Lorena. Alain, son père,
lui a rendu visite au parloir à 2 reprises. Serge lui a affirmé que Lorena aurait été victime d'un autre homme, car elle aurait quitté le domicile au cours de la nuit pendant au moins 5 heures. Quand elle est rentrée, d'après mon fils, elle lui aurait dit mais t'as vu ce qu'on m'a fait? Et Serge m'a dit qu'il avait constaté qu'elle avait été tuméfiée au visage. Alors, je me suis posé des questions à ce sujet-là, mais je dis pourquoi tu lui as pas demandé qui lui avait fait ça? C'est la question qu'on pose normalement. Il m'a dit oui, pas, mais voilà, j'étais. Elle m'avait réveillé, j'étais un peu endormi, j'avais encore un peu d'alcool, effectivement. Alors donc, j'y ai pas pensé. Selon nos informations, une personne a été placée en garde à vue. Un homme d'une 50aine d'années est proche de Lorena. Il a été libéré sans aucune charge contre lui. Serge est aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Et le décès de Lorena a amené la justice à rouvrir un vieux dossier. Celui de la mort de l'ex-femme de Serge, Marilyn, décédée il y a 4 ans dans la même maison, dans des circonstances quasiment identiques. Le couple s'est rencontré en 2008 via un site internet. Marilyn était professeure des écoles. Elle a cessé son activité pour venir s'installer chez Serge. Après la naissance de leurs 2 enfants et 8 ans de vie commune, ils se sont mariés. Une cérémonie aux allures gothiques, thème qu'affectionnait Marilyn. Une famille discrète et sans histoire, comme en témoigne leur voisine. Ça se passait bien, c'était un bon couple, quoi. Il allait travailler, hein, puisqu'il travaillait ici à Longpré. Elle ne travaillait pas. Elle s'occupait des enfants, elle allait chercher ses enfants à l'école. Non, c'était vraiment la famille normale, quoi. On n'entendait rien, il n'y avait pas de soucis. Hein. Ils ont même, par la suite, racheté la bicoque à côté, là, qui était aussi pour agrandir un petit peu la maison. Et puis après, il arrivait le drame, donc... Tout s'arrête brutalement le 8 octobre 2017. Au petit matin, le corps de Marilyn est retrouvé sans vie dans son lit. Serge explique alors que son épouse a eu un grave malaise à la suite d'une chute accidentelle dans les escaliers. Selon le rapport d'autopsie, la mort a été causée par une rupture d'anévrisme compatible avec la chute de Marilyn. L'affaire est classée. Mais aujourd'hui, la justice s'interroge. Serge a-t-il dit toute la vérité sur les circonstances de la mort de sa femme? Pour Ghislain Fay, son avocat, aucun élément ne permet de contester la thèse de l'accident. Cette femme, elle est morte malheureusement de causes naturelles qui n'ont aucun lien avec des violences supposées. Ce qu'on pourrait vous dire, c'est 2 femmes qui meurent dans des conditions étrangement similaires, dans la même maison, avec le même homme. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ce sont des raccourcis douloureux pour Serge Bacot, qu'on puisse remettre en cause à la fois les investigations qui ont été menées, l'autopsie qui a été réalisée à demande du parquet, et les conclusions qui ont été tirées à l'époque, c'est-à-dire que cette femme était morte de la rupture d'un anévrisme. Pour lui, c'est insupportable. Que Serge soit dépeint comme un homme violent et colérique, une femme qu'il a très bien connue ne peut pas l'entendre. Elle a été sa compagne pendant 8 ans, avant Lorena et Marilyn. Ensemble, ils ont eu un fils. Ma mère, elle disait que c'était le gendre idéal. Donc voilà. Il était apprécié de ma mère, de mon père, de mon petit frère. Vraiment, c'était la personne qui se lève, moi je travaillais pas à cette époque-là, j'étais encore étudiante, qui se lève pour aller gagner de l'argent, pour subvenir aux besoins de sa famille, c'était vraiment classique, enfin rien de particulier. Est-ce que vous l'avez déjà manifesté de la violence envers vous? Jamais. En 8 ans de temps, il m'a jamais, ne serait-ce que crié dessus. Et quand on arrivait à, on va dire, être en désaccord, parce que je vous dis, jamais de dispute. J'avais même eu une réflexion une fois par rapport à ça, parce que je lui disais, ça en devient même chiant. Tellement on se disputait jamais. Je disais quelque chose, il me disait oui, si tu veux.
Aujourd'hui, la justice envisage d'exhumer le corps de Marilyn afin de réétudier les circonstances de sa mort. Quant à Lorena, la première autopsie n'a pas permis de déterminer les causes exactes de son décès. Des résultats complémentaires sont attendus dans les prochains jours. Émilie Godest, 30 ans, est une survivante. Suite à un grave accident de voiture, il y a 10 ans, elle a été brûlée au 3e degré sur la moitié du corps. Elle a subi des dizaines de greffes de peau. Ça, c'est le masque que je devais mettre la journée. Pendant 2 ans, elle a dû enfiler ses appareillages. Alors ça, je dormais avec ça. C'est une deuxième peau, en fait. Ça fait un peu panoplie de cambrioleur. Aujourd'hui archiviste dans l'administration, Émilie a décidé d'assumer ses cicatrices, son nouveau visage. D'autant qu'elle a aujourd'hui la conviction que son accident n'est pas dû à la fatalité, mais qu'elle aurait été victime d'un plan machiavélique. On a voulu que je sois comme ça. Déjà, on a voulu me tuer. Mais en plus, on a voulu, si par chance je survive, ma vie était foutue. Après, c'est peut-être aussi pour ça que je fais en sorte de ne pas le laisser gagner sur ce terrain. L'homme dont elle parle s'appelle Johan. C'est son petit ami de l'époque. La justice le soupçonne de tentative d'assassinat. Au moment de l'accident, Émilie et Johan sont ensemble depuis 3 ans. Ils se sont rencontrés au lycée et sont fiancés. Émilie a 20 ans, elle étudie l'histoire. Le 9 novembre 2007, elle est passagère de cette voiture qui s'encastre dans un arbre et s'embrase. Émilie est transformée en torche humaine. Au volant, son petit ami s'en sort presque indemne. Le voici, Johan Boucher, 34 ans, imprimeur. Il a passé 1 an en prison. Depuis le drame, il nie avoir voulu tuer son ami. Il accepte de retourner sur les lieux de l'accident, une petite route de la région parisienne, en rase campagne, à 1 km de son domicile. Regardez, il y a des biches là. Là encore. Regardez là-bas, dans le bois. C'est super rare de les voir apparemment. Parce que bien souvent, c'est la nuit qu'ils se déplacent. C'est une chance incroyable. Pour Johan, la présence de ces biches ce jour-là est importante, car elle serait à l'origine, selon lui, de son accident. Il aurait percuté un arbre après avoir voulu éviter un animal. Là où il y a la barrière, entre les 2 arbres à peu près, vous allez avoir un animal qui va traverser à peu près juste derrière cet arbre-là, là, ici. Là, à ce moment-là, je vais donner un coup de volant. Le choc se produit à 40 km/h, de l'autre côté de la route. Il est 23h30, une nuit sans lune. J'ai pris un arbre qui est, malheureusement, on ne sait plus où il est puisqu'il a été coupé, mais il était par là. Voilà. Là, je suis sonné, j'entends encore le klaxon, beaucoup de fumée dans l'habitacle. Quand je me retourne vers mon amie, elle a déjà des flammes sur elle. Je commence à lui porter secours, mais elle va sortir quasiment tout de suite. Johan sort à son tour. Il se saisit d'un extincteur qu'il avait dans sa voiture et dit s'être précipité vers Émilie pour lui venir en aide. Là, elle est à peu près... Alors, les lieux ont beaucoup changé, mais elle est à peu près par là. Elle est encore en feu. J'arrive avec l'extincteur, j'appuie dessus, j'entends comme un pchit, mais il n'y a rien, donc je lâche. Tout de suite, j'enlève ma sacoche, je la jette, j'enlève ma veste, je la pousse et je plaque mon manteau sur son dos, tout simplement. Voilà, et après, puis sur la tête. À cet instant, un automobiliste qui rentre d'une soirée aperçoit des flammes, s'arrête et alerte les pompiers. Voici son appel, avec en fond sonore les hurlements de Johan Boucher. C'est bon, ça y est, je suis en train d'appeler, ne vous inquiétez pas. Appelez du Valois, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis sur la route de Châtenay.
Il y a une voiture qui a pris feu près d'un arbre, mais les gens ont réussi à sortir. Oui. Mais apparemment, il y a une des deux personnes qui est blessée. Qui est blessée? Qu'est-ce qu'elle a? Bah apparemment, elle avait pris feu un petit peu parce que son mari a essayé de l'éteindre. Elle est couchée là, mais. La dame elle est brûlée donc. Ouais. Est-ce que la personne est consciente? Oui, elle est consciente. C'est une voiture toute seule qui a eu un accident, hein? Ouais, c'est ça. Ils ont dû se taper un arbre ou je sais pas quoi, et puis la voiture est en feu là. D'accord, je vous envoie les collègues. Ok, à tout de suite. À tout de suite. 10 ans après les faits, ce témoin, Joachim, qui a souhaité rester anonyme, n'a pas oublié la scène. Alors qu'il se concentre sur Émilie à peine consciente, il relève la nervosité de son petit ami, qui n'a que des blessures bénignes. Il répétait sans cesse toujours la même chose. Et je lui disais, calmez-vous, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé la gendarmerie, calmez-vous, respirez comme un Qu'est-ce qu'il répète alors? Je m'étouffe, j'arrive pas à respirer, je m'étouffe. On a l'impression qu'il avait bugué sur ça, et en fait, il ne répétait toujours que la même chose. Mais comme je lui explique à un moment, je lui dis, mais la jeune fille, elle a l'air d'être vraiment mal en point, donc j'essaie de me concentrer surtout sur votre amie. Et lui, en fait, me parlait à moi et non pas à elle. Et c'est vrai que quand on y réfléchit par la suite, on se dit, c'est pas à moi qu'il aurait dû parler, c'est elle. Johan est-il sous le choc ou cache-t-il quelque chose? Alors que la voiture finit de se consumer, Émilie est emmenée aux urgences de Percy, un hôpital militaire spécialisé dans le traitement des grands brûlés. Pendant plusieurs semaines, son pronostic vital est engagé. Émilie n'est entendue par les gendarmes qu'au bout de 3 mois sur son lit d'hôpital. Elle répète d'abord ce que Johan lui aurait raconté à plusieurs reprises, un accident dû au passage d'un animal. Mais au fil des mois, elle doute. Elle ne se souvient pas avoir vu d'animal traverser. Elle se remémore aussi la trajectoire de la voiture, un virage sans coup de frein, en direction de l'arbre. Émilie affirme surtout qu'un autre souvenir lui serait revenu, l'attitude de son petit ami juste après le choc. Je l'ai appelé à l'aide pour qu'il vienne me secourir. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était en train de me regarder brûler. À un moment, je me suis dit, bon, c'est fini, je vais mourir là. Et le feu s'est éteint. Donc là, sur le coup, ça a été... je suis encore en vie. Et là, j'ai senti d'un coup une masse arriver sur moi. Donc c'était le conducteur. Il m'a entouré la tête dans son blouson. Il a serré en mettant le blouson devant mon visage, en appuyant dessus. Et là, je me suis dit, mais c'est bon, il m'achève. Pourquoi Johan aurait-il voulu tuer Émilie? Dans cet album, dont elle a enlevé toutes les photos de son ancien compagnon, les souvenirs de son dernier voyage avec lui. C'était sur la Côte d'Azur, près d'Antibes, 2 mois avant l'accident. Chez sa grand-tante, Claudine. Elle a reçu le couple pendant 15 jours. Elle n'était pas vraiment tombée sous le charme du fiancé d'Émilie. J'avais surtout le sentiment qu'Émilie s'était piégée dans cette histoire de fiançailles, qu'elle ne voulait pas profondément, mais qu'elle n'a pas osé dire non, en fait. Lui, il avait un côté un peu dirigiste, quand même. Quelqu'un qui essayait de lui mettre le grappin dessus. Et si elle se mariait avec lui, je pense qu'elle n'aurait pas eu voix au chapitre dans beaucoup de choses. Les décisions ont été prises par lui, de toute façon. Il avait vraiment une emprise sur elle. Entendue à nouveau par les gendarmes, 7 mois après l'accident, Émilie explique qu'elle voulait quitter Johan depuis longtemps. Celui-ci lui aurait fait du chantage et l'aurait frappé. Même s'ils contestent tout et jurent qu'ils étaient encore amoureux, une information judiciaire pour tentative d'assassinat est ouverte. Les enquêteurs étudient le téléphone portable de Johan et s'aperçoivent que la veille du drame, il a activé une borne près de cette gare, où Émilie était justement sur ce quai, en train d'embrasser un garçon. Johan Boucher a-t-il surpris la scène? Il le nie. Mais selon l'avocat d'Émilie, sa présence sur les lieux ne serait pas une coïncidence. Il surveillait la jeune femme depuis plusieurs jours et aurait agi par jalousie. Elle voulait le quitter. Elle rencontre quelqu'un la veille. Elle doit passer la soirée avec lui le soir même. 2 heures avant de le retrouver, elle est brûlée dans son véhicule et celui qui conduit son ex-petite amie, dont on sait maintenant qu'il savait qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'il la surveillait et qu'il a su
qu'il avait rencontré quelqu'un et que sa petite amie brûle dans un accident qui est un accident à 40 km/h, alors qu'il freine pas, il voit un arbre. Les enquêteurs ont reconstitué le déroulement du soir des faits. Vers 22 h, Joanne vient chercher Émilie dans l'hypermarché où elle travaille le week-end. En attendant de la récupérer, il fait quelques courses dans le magasin. Il achète notamment une bouteille d'alcool à brûler pour, assure-t-il, faire une fondue. Le couple prend la route. Émilie demande à Joanne de la déposer à une soirée à laquelle lui n'est pas invité. Joanne fait un détour, selon lui, pour récupérer chez lui une carte de vidéoclub. C'est alors qu'il percute l'arbre. Les enquêteurs s'interrogent sur les circonstances de l'accident. Il n'y a aucune trace de freinage sur la route. Ils se demandent aussi pourquoi Émilie s'est transformée en torche humaine. Car les premiers experts établissent que l'incendie ne provient pas de la voiture elle-même, mais a été provoqué par un élément extérieur. Ils retrouvent des traces d'alcool à brûler au niveau du siège passager. Selon l'accusation, Joanne Boucher, que l'on aperçoit ici lors d'une reconstitution, aurait aspergé Émilie d'alcool à brûler alors qu'elle tentait de sortir de la voiture. Plus d'1 an après l'accident, il est mis en examen et écroué pendant 6 mois. Joanne Boucher nie farouchement et pour prouver son innocence, mobilise de nombreux spécialistes privés. Comme cet ancien commissaire de la brigade criminelle, chargé d'étudier toutes les expertises. Ex-cascadeur, il assure que Joanne Boucher ne peut avoir prémédité une opération aussi complexe et périlleuse. On ne peut pas imaginer que ce soit le produit d'une trajectoire voulue et maîtrisée. Parce qu'on ne va pas s'embrasser un arbre en plein milieu de la voiture, quoi. Parce qu'il y a un tel danger. On dit qu'il veut tuer sa passagère. Je crois qu'il court autant de risques que sa passagère. Mais lui n'est pas suicidaire. Alors je pense qu'il aurait pu choisir un autre moyen s'il avait voulu tuer sa compagne que de ce type d'accident. L'ancien cascadeur explique l'absence de traces de freinage par l'activation du système ABS du véhicule, qui aurait empêché le blocage des roues. Voilà, nous sortons de Châtenay. Même ses parents se mobilisent, comme sur cette vidéo qu'ils filment eux-mêmes, pour démontrer que l'on ne voyait rien cette nuit-là. Nous sommes à 40 km/h. Les flèches bleues n'existaient pas. Et là, l'accident a eu lieu au premier poteau. Première expérience. Un chimiste mandaté par Joanne Boucher démontre vidéo à l'appui que l'alcool à brûler peut s'enflammer au contact d'une simple étincelle. L'inflammation est immédiate. Selon l'avocat de Joanne Boucher, maître Claude Lorente, la bouteille d'alcool à brûler, posée sur le siège arrière de la voiture, aurait pu provoquer seule l'incendie. Cette bouteille qui est à l'arrière, avec le sac ou sans le sac, on n'en sait rien, ça part sur la planche avant, elle s'ouvre, il y a une giclée qui malheureusement part sur la passagère, elle porte un vêtement synthétique, ça crée de l'électricité statique qui se décharge au moment où elle met la main sur la poignée métallique. L'avocat évoque d'autres éléments déclencheurs possibles de l'incendie. Il y a plein de fils qui peuvent être en court-circuit. Vous aviez notamment le klaxon qui sonnait à tout va. Échauffement de fil, alcool qui tombe dessus, vapeur, inflammation, début d'inflammation. Des expertises psychologiques ont révélé chez Joanne Boucher une personnalité narcissique et une incapacité à tolérer la frustration affective. Mais lui conteste ces expertises et se dit victime d'une erreur judiciaire. Je ne vais pas me laisser faire, c'est sûr. Je vais me battre puisqu'il y a eu beaucoup, dans mon dossier, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'éléments qui me permettront d'aller jusqu'en cour européenne, voilà, en tout cas. Voilà. Émilie, elle, attend de savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Aujourd'hui, elle veut profiter du temps présent. Les médecins m'ont donné une seconde vie, donc je ne vais pas m'enfermer et je préfère vivre ma vie à fond et puis tant pis pour les cicatrices et pour le reste,
je veux vivre, quoi, tout simplement. Le procès se tiendra dans les prochains mois devant la cour d'assises du Val d'Oise. Son ex-fiancé, accusé de tentative d'assassinat, risque la perpétuité. Ça s'est passé ici, là, où il y a les fleurs. Enfin, elle était ici exactement. Elle était sur le macadam, ouais. C'est atroce, hein. C'est atroce. Le nombre de coups de couteau qui lui a été administré, c'est... Moi, je suis complètement effondré quand je vois ça, hein. Franchement, je veux dire, c'est inhumain, ça, enfin, ce qui s'est passé. Le corps, voilà, a été allongé sur les bras comme ça, avec le poignet bien serré, et puis dans la gorge. Il y avait du sang partout, et puis voilà. C'est ça qui me reste dans la tête. Ce que j'ai vu, c'est horrible, là, ce qu'on a... C'est inimaginable de voir ça. Elle a été étendue et voilà, quand elle était, je pense qu'elle était décédée. C'est digne d'une... J'arrête pas de le dire, mais on voit ça à la télé, quoi, dans des séries. On pense que ça peut pas arriver dans nos campagnes. Vraiment. Je suis monté dans ma voiture, j'ai pleuré tout le reste du trajet en pensant que ça pouvait être ma fille. Parce que en plus, c'est une amie de ma fille. Le maire de la commune, un voisin, le boulanger. Le cœur de ce village de 850 habitants s'est arrêté de battre avec la mort d'Emma, 14 ans, assassinée jeudi dernier. Son corps a été retrouvé au petit matin alors que ses parents la pensaient dans son lit. Selon les premières constatations, la jeune fille a été poignardée une dizaine de fois et présente plusieurs traces de coups. Fille unique, scolarisée en 4e, Emma a grandi au milieu de cette Bourgogne paisible, entre les vignes et les chevaux. Inscrite au centre équestre de Lézé, cette passionnée montait 3 fois par semaine. Elle avait adopté Ruby, un double poney, un peu timoré. Une petite copine qui a mis une petite fleur dans son box. Fanny était sa monitrice. C'est un poney qui est un petit peu craintif, un petit peu délicat. Et puis Emma, elle avait beaucoup de patience, elle était super attentive à son petit cheval. On la connaît depuis qu'elle est toute petite. Une enfant joyeuse, généreuse, très très altruiste en fait. Elle rendait service, elle demandait jamais en échange, toujours à proposer ses services. Pas d'histoire. La jeune cavalière publiait régulièrement sur ses réseaux sociaux des vidéos d'elle avec Ruby. Il y a peut-être 15 jours de ça, on a fait une balade. Et puis à la fin de la balade, il y avait un grand pré dégagé. Et puis on a fait une course dans ce pré. Je lui disais « Vas-y Emma, vas-y Emma ». Et elle passait devant et elle partait vers cette espèce de course improvisée. Et il y avait tellement de lumière, quoi, tellement de bonheur. Voilà, c'est le souvenir que je garderai d'elle, en fait, cette image-là d'Emma. Qui pouvait en vouloir à Emma? Quelques heures après la découverte de son corps, les gendarmes apprennent qu'elle entretenait une relation avec un camarade de collège, que nous appellerons Damien. Elle avait pris l'habitude de le voir secrètement la nuit. Le jeune homme est arrêté le matin même, alors qu'il est en cours au collège. Placé en garde à vue, devant les gendarmes, il avoue très vite être l'auteur du meurtre. Il reconnaît avoir convenu d'un rendez-vous avec cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche, et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté 3 coups de couteau au niveau du cou. Elle avait tenté de fuir, et il l'avait rattrapée, avait tenté de l'étrangler, puis avait porté à nouveau des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant chez lui. Le motif différé.
Il pensait vouloir tuer et sans donner plus d'explications. Qui est donc cet adolescent qui serait passé à l'acte sans mobile apparent? Scolarisé dans le même collège qu'Emma, lui aussi est en 4e. Damien habite ce petit bourg de 1200 habitants, à quelques kilomètres de Clessé. Ses parents sont séparés. Il est l'aîné de 3 enfants et vit une semaine sur 2 dans cette maison près du stade, chez son père, employé municipal. Ces 3 dernières années, Erwan et Wyatt, des copains du collège, ont relevé chez lui un changement de comportement. Moi, je le connais depuis la primaire, et en primaire, il était tout gentil, tout ça, mais depuis le collège, depuis quelques années, il est plus renfermé sur lui-même. On lui posait des questions, mais il ne répondait pas. Est-ce que vous l'avez vu se mettre en couple avec Emma? Oui. Oui. Après, il y a eu des histoires. Sur les réseaux sociaux, ils s'envoyaient des messages. Ça se disputait? Oui, beaucoup. D'autres adolescents que nous avons rencontrés confirment une relation tumultueuse entre Damien et Emma. Il parlait de temps en temps de ses problèmes avec les cités, ils se remettaient ensemble. Après, il en a trouvé une autre. Puis c'était dur pour Emma. Cette autre jeune fille serait une élève de 3e, fréquentant le collège. Le matin, apparemment, et en fait, il a quitté et il s'est remis avec Emma pour le soir aller voir Emma. Ah ouais. C'est le soir-là. Une histoire compliquée avec Emma, mais aussi une personnalité troublante, avec peut-être des envies de meurtre. C'est en tout cas ce que laisse entendre le procureur. Ses amis expliquaient que ce garçon avait eu par le passé des paroles inquiétantes, évoquant le fait de vouloir tuer quelqu'un, et notamment sa petite copine. Ce que ses amis avaient pris pour de l'humour noir, n'avaient pas vraiment pris au sérieux, tout en étant inquiets. Le jeune homme souffre-t-il de troubles psychiatriques? Selon Amélie Gemma, son avocate, rien jusqu'ici ne le laissait penser. C'est un jeune homme de 14 ans voilà, qui n'avait jamais fait parler de lui. Mon client n'a pas de problème psychologique connu à ce jour. L'avocate a néanmoins été troublée par son comportement durant la garde à vue. Il a été coopératif, calme. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Après, son calme est peut-être inquiétant parce qu'il peut être significatif d'une décompensation à venir et surtout d'une absence totale de prise de conscience, ou en tout cas de la mesure de son geste. Vous savez comment il explique ce geste? Non. Pour l'instant, on n'a pas d'explication. Une première expertise psychiatrique a conclu à une altération du discernement, mais pas à une abolition. L'adolescent qui a été écroué pourra donc être jugé. En tant que mineur, il encourt une peine de 20 ans de prison. Demain, à Clessé, une marche blanche aura lieu en mémoire d'Emma. Ruby, le double poney qu'elle affectionnait tant, sera au premier rang. C'est une famille rongée par les questions. Christine et Thierry viennent d'enterrer leur fille. Aurélie et Jennifer, leur sœur. Elle aurait été victime d'un meurtre. On aurait bien quand même voulu lui dire au revoir, quoi. J'arrive pas à réaliser en fait. Pour moi, c'est pas elle qui est partie. Pourquoi il a fait ça? Et pour quelle raison?
Estelle Ratter, 25 ans, vivait seule avec son petit garçon de 4 ans. Sans emploi, elle voulait passer le concours de gardien de la paix. C'était une bonne vivante, c'était tout. Elle était pleine de vie, elle avait la volonté de s'en sortir toute seule. Elle avait le cœur sur la main, comme on peut dire. Elle rendait service à tout le monde. Estelle aurait été assassinée par le père de son ex-compagnon, Joss Guy, 49 ans, un homme au lourd casier judiciaire. Tout commence quelques jours avant le confinement. Joss Guy sort d'un long séjour en prison. Fâché avec ses enfants, il trouve un point de chute dans cette cité populaire de Saint-Dié-des-Vosges. Chez Estelle, son ex-belle-fille et mère de son petit-fils. Elle est l'une des rares personnes qui lui écrivait durant sa détention. Pendant 2 mois, la cohabitation semble se dérouler sans nuages. Le grand-père et son petit-fils apprennent à se connaître. En témoigne Adrien, un ami très proche d'Estelle, qui habite dans le même immeuble. Elle était contente parce qu'il l'aidait justement à s'occuper du gamin aussi. Des fois, il aimait bien jouer avec le petit devant. Quand elle sortait le soir, c'est lui qui s'en occupait. Et des fois, il venait discuter avec nous. Non, on discutait bien avec lui. Oh, il était gentil, il était adoré dans le quartier. Tout le monde l'aimait bien. Tout semble bien se passer jusqu'au 3 mai dernier. Estelle ne répond plus aux appels d'Adrien, ni lorsqu'il frappe à sa porte. C'est alors que Joss se présente chez lui. Voilà, c'est lui qui vient sonner à ma porte. Et en me disant que justement, elle est partie, son ancien, pour aller chercher un nouveau téléphone parce que justement, le petit aurait jeté le téléphone de Estelle dans les toilettes. Adrien ne va pas être rassuré très longtemps, car 2 jours plus tard, Joss va raconter au téléphone une toute autre histoire à son propre fils, Marvin. Il se plaint des absences répétées d'Estelle. Il m'a dit que Estelle s'amusait à découcher. Il m'a demandé d'aller chercher mon fils. J'ai été avec ma belle-sœur. Et puis, arrivé là, Estelle n'était pas au domicile. Il n'avait pas de chaussures devant l'entrée. Il n'avait pas de sac, son sac à main sur la table du salon. Donc c'était crédible qu'elle soit pas là? Voilà. En fait, tout faisait penser qu'elle était partie. Mon fils, il était en train de finir de manger. Et mon père, il n'était pas nerveux ni rien. Il était très calme. Il était comme d'habitude, en fait. À ce moment-là, Estelle serait déjà morte, son corps caché dans l'appartement. Malgré la détente apparente de Joss, Jennifer, qui accompagne Marvin ce jour-là, sent que quelque chose ne va pas. Je me suis inquiétée dès le premier jour où j'ai été chercher le gamin, parce que je lui ai dit c'est pas normal. Sur son téléphone, elle était H24, donc j'ai dit c'est impossible que son téléphone est resté sur répondeur. Jennifer se rend aussitôt au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les pompiers pénètrent dans l'appartement d'Estelle, mais ne trouvent personne. Elle semble s'être volatilisée. Mais le 14 mai dernier, 11 jours après sa disparition, un voisin signale une forte odeur émanant du domicile de la jeune femme. Prévenus, les policiers forcent la porte d'entrée. Cette fois, ils découvrent son cadavre. Au parquet d'Épinal, c'est le procureur Nicolas Hetz qui supervise l'enquête. Le corps est dans son lit et recouvert d'une couverture ou d'une couette. Le corps est abîmé, le corps est en état de putréfaction, à tel point que nous n'avions pas de certitude pour être sûr qu'il s'agissait de cette jeune femme. C'est l'analyse ADN qui va nous en donner la certitude. Pour les enquêteurs, pas de doute, Joss Guy, homme au casier judiciaire chargé,
est le suspect tout désigné. Ce père de 6 enfants, sans emploi, a grandi dans une famille de 12 frères et sœurs dans les Vosges. Toute sa vie, il a connu des démêlés avec la justice, notamment pour une affaire de viol quand il avait 25 ans. Mais c'est surtout la suite qui intéresse les enquêteurs. Josh Guy a déjà été condamné pour meurtre, celui de sa compagne. Un soir de novembre 2003, la jeune femme de 20 ans disparaît mystérieusement de cet immeuble d'une cité de Nancy, où ils vivent tous les deux. Elle est retrouvée 3 semaines plus tard, dans son lit, un câble d'antenne de télévision autour du cou. Josh se rend, reconnaît avoir tué la jeune femme, mais lors du procès minimise son rôle. Il explique qu'il l'a seulement aidée à se... Voilà le premier drame. Voilà ma plaidoirie. À l'époque, maître Gérard Welzer représente la famille de la victime. Violence sur sa concubine, violence sur les policiers, mythomane, braquage de banque, manipulateur. Il se souvient d'un homme particulièrement coriace. Au cours du procès et au cours de l'instruction, la difficulté, c'est que ce manipulateur meurtrier utilise la personnalité d'Angélique, qui était une jeune fille de 20 ans, qui avait été un peu fragile, comme on peut l'être à 20 ans, et manipule les magistrats, les enquêteurs. Il essaye de manipuler en disant « Je l'aimais, je ne suis pas violent. Voyez-vous, c'était une fille fragile. Je l'ai aidée à mourir. Elle voulait mourir. » C'est ce qu'il osait dire. Maître Luc Girard, qui défend Josh Guy à l'époque, est frappé par la scène de crime. Il a organisé une mise en scène morbide. Il avait couvert le corps de cette jeune femme, je crois, d'une couverture en velours noir. Il avait laissé plonger la pièce dans l'obscurité totale. Lui-même s'était habillé en noir, mais des pieds à la tête, intégralement en noir. Il avait installé 2 ou 3 cierges allumés à côté du corps. Et il était resté plusieurs jours à côté du cadavre de sa compagne. Josh Guy est condamné à 18 ans de prison et après avoir effectué l'intégralité de sa peine, est libéré en septembre 2019, 7 mois avant la disparition d'Estelle. Après 10 jours de cavale, il est arrêté près de Metz, grâce notamment au bornage téléphonique. Il passe aux aveux et décrit un mode opératoire très similaire au meurtre d'Angélique, sa première victime. Cette personne a été entendue et très rapidement, elle a été entendue à 4 reprises. Elle va reconnaître très rapidement avoir étranglé la victime à l'aide de ce câble de chargeur de téléphone portable par derrière. Cette personne, elle va varier en revanche sur le mobile de cet acte que nous ne connaissons pas encore à cette heure avec précision parce qu'elle a émis 2 séries d'explications qui ne sont pas cohérentes entre elles. L'avocat de Josh Guy n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond du dossier. Pourquoi cet homme a-t-il tué Estelle? Sa mort aurait-elle pu être évitée? Maître Girard, l'avocat de Josh Guy au premier procès, assure en tout cas avoir été particulièrement marqué par le profil de son client. Je dois dire que je garde le souvenir du regard de Josh Guy. C'est un regard qui était pénétrant et qui, quelque part, était inquiétant. Vous sentiez un malaise. Et vous sentiez que derrière ce regard, il y avait une personnalité très complexe qui, malheureusement, pouvait se révéler extrêmement dangereuse. Lors du procès, un des experts psychiatres avait même tiré la sonnette d'alarme. Sa personnalité est dans un registre borderline, avec des modalités de relation à l'autre de type perverse. L'autre est mis en position d'objet. Il conclut: il n'est pas possible d'exclure un risque de récidive. En 2015, Josh Guy formule des demandes de sortie anticipée, lors desquelles il est représenté par maître Samira Boudiba,
10 ans après les mises en garde des psychiatres, rien n'a changé. À chaque fois, ça a été unanime. Concernant M. Gay, c'était catégoriquement un avis défavorable. Les psys indiquaient régulièrement, au niveau de leurs avis, que le profil de M. Gay était un profil inquiétant et qu'il y avait une dangerosité qui laissait présager une récidive. À l'époque de sa condamnation, le suivi des détenus après l'exécution de leur peine n'existait pas. En septembre 2019, comme le veut la loi, les juges n'avaient donc d'autre choix que de le libérer sans surveillance. Marvin, lui, croyait à la réinsertion de son père. Pour nous, on pensait qu'il avait changé parce qu'il m'avait dit qu'il avait regretté, que ça lui a servi de leçon, ce qu'il me disait, et que qu'il n'allait pas recommencer ni rien. Et en fait, il n'a pas changé et il ne changera jamais. Pour moi, il n'existe plus. Pour Marvin et la famille d'Estelle, demeure une inquiétude. L'avenir du petit garçon du couple qui aurait été dans l'appartement le soir du meurtre. Et est-ce que le petit a vu quelque chose ou pas? Ça, c'est comme il n'a pas de réaction, on ne peut pas. Où est-ce qu'il a eu ça? Où est-ce qu'il a sa mère voilà. unanimie, quoi. Il appelle tout le monde maman, mais je pense qu'il y a le manque qui commence à se faire sentir. Là, il l'a traumatisé à vie, en fait. Il lui a détruit sa vie. Pour le meurtre d'Estelle en état de récidive, Josh Guy risque la prison à perpétuité.